Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ce dimanche matin dans cette émission spéciale de Livre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Il s'appelait Samuel Paty, il avait 47 ans, il enseignait l'histoire géo dans un collège de Conflans-Sainte-Honorine, près de Paris. C'était un professeur investi, passionné par son métier et passionné dans le fait d'apprendre la liberté d'expression à ses élèves. Et pour ce faire, il a montré des caricatures de Mahomet en classe. Le 16 octobre dernier, il a été assassiné en rue, décapité par un jeune terroriste islamiste. Cet événement est-il en fait isolé ou remarque-t-on chez nous aussi une montée en tension dans les écoles ? Y a-t-il des difficultés à aborder en classe certaines thématiques? Comment le vivent les enseignants et quels sont les outils à mettre en place? On va en parler dans cette émission spéciale pendant les 45 prochaines minutes. Et pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce premier plateau nos premiers invités. Alors tout d'abord, Fabien Defrenne, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître assistant en sociologie à la Haute École Libre de Bruxelles, Ilia Prigogine, et vous donnez cours notamment des futurs assistants sociaux. Et alors à vos côtés, Lionel Rubin, chargé de projet au Centre d'Action Laïque. Bonjour. Et vous nous parlerez notamment d'un questionnaire lancé par le Centre d'Action Laïque, justement, à destination des professeurs pour un peu tâter justement le terrain et voir quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent. Alors, Fabien Defrenne, quand on est enseignant, est-ce que se sent directement touché dans sa chair, j'ai presque envie de dire, par un drame tel qu'il s'est déroulé en France ? C'est évident qu'on y a pensé. Je pense que mes collègues y ont pensé aussi. En plus, ce sont des thèmes qu'on a relativement l'habitude d'aborder. Vous l'avez rappelé, donc je donne cours à des futurs assistants sociaux, mais je travaille aussi dans le paramédical avec des infirmières, des ergothérapeutes. Dans les spécialisations aussi, ce sont évidemment des questions qui sont relativement fréquemment abordées avec les étudiants. Je pense évidemment, et on y reviendra probablement, tout ce qui touche par exemple à l'IVG, à l'homosexualité, c'est évidemment des cours, et en sociologie, c'est évidemment le cas aussi, ce sont des thèmes qu'on aborde. Et donc quand j'ai entendu cette horreur, il est évident que j'ai pensé aux thèmes qu'on abordait, parfois aux petits incidents qu'on a pu rencontrer en classe. Et donc évidemment qu'on réfléchit à sa parole, et peut-être parfois au fait d'être potentiellement en danger quant à sa liberté d'expression et en tout cas la nécessité d'aborder avec ses étudiants des thèmes qui sont un petit peu délicats, comme ceux de la religion notamment. Mais alors justement, venons-en au sujet qui vous semble, vous, compliqué à aborder. Vous en avez déjà cité quelques-uns. C'est-à-dire que quoi, quand vous parlez d'égalité homme-femme, d'homosexualité, d'IVG, vous sentez une tension parfois? Est-ce que ça s'exprime verbalement ou est-ce que c'est une tension dans leurs attitudes? Alors, j'ai été confronté à pas mal de situations. Alors, d'abord, il faut quand même rappeler que c'est pas non plus un fait majeur dans les auditoires que de voir constamment des conflits liés à ces thèmes-là sur le mode, entre guillemets, des convictions religieuses. Ce n'est pas non plus un élément majeur, mais on ne peut pas dire qu'il n'existe pas, puisque j'ai quand même pas mal d'exemples en tête. Dont j'ai parlé tout à l'heure de l'homosexualité. Ce sont des thèmes que oui, j'aborde et que je tiens à aborder en classe avec les étudiants, de les confronter à ces réalités-là. Mais évidemment que dans le cadre des sciences sociales et du vivre ensemble, finalement, et du respect de l'autre et de ses choix, on aborde ça avec les étudiants. Vous savez que j'ai déjà eu des réactions extrêmement dures d'étudiants en classe, en auditoire, qui ont eu des propos particulièrement dérangeants par rapport à ça, et en confrontant en tout cas mon point de vue et le leur sur le mode des croyances, en disant, moi, c'est tout à fait impossible d'aborder ce thème dans un auditoire, vous n'avez pas le droit de faire ça, parce que ça heurte mes convictions religieuses. Et donc là, dès lors, il faut rappeler systématiquement le cadre dans lequel on se trouve et que j'ai tout à fait le droit d'aborder avec eux ce genre de thème, parce que c'est la réalité sociale et que ce sont des faits sociaux comme n'importe quel fait social, quoi. Oui, mais alors du coup, est-ce que parfois il n'y a pas une difficulté de dialogue parce qu'on a
face à face, finalement, un argument religieux, ou mon Dieu l'interdit, par exemple, et des arguments scientifiques. Et comment est-ce qu'on arrive finalement à avoir un débat? Est-ce qu'on sait avoir un débat constructif sur ces thématiques-là à partir du moment où on est face, par exemple, à un argument religieux, un argument d'autorité? Vous l'avez dit, hein, c'est extrêmement compliqué, puisque dès le moment où on a en face de soi quelqu'un qui fait appel à Dieu, à un texte sacré ou que sais-je encore, et donc qui ferme complètement la discussion, il est très difficile de mener un débat. Donc, une des choses qu'on peut éventuellement faire, c'est évidemment se tourner vers les autres étudiants en tentant d'amorcer un débat. Mon objectif, ce n'est pas de convaincre nécessairement les étudiants du bien fondé de ce que je peux dire. Hein. C'est en tout cas au minimum de les faire réfléchir. Moi, j'ai la chance de travailler dans une haute école et une université pour lesquelles le libre examen est un élément fondamental. Et donc, j'ai aussi l'obligation d'amener cette manière de réfléchir, de débattre aux étudiants, avec les étudiants, et donc d'amener ce débat à la remise en question systématique. Moi, je pense que c'est un peu le fondement de nos enseignements, et particulièrement quand on forme des gens à devenir des professionnels. On est quand même en bachelor, là, donc ce sont des praticiens, quoi, du social et du paramédical, donc il faut les amener à débattre de ces questions. Donc vous avez raison, oui. Dès le moment où on est face à des arguments d'autorité de nature religieuse, ça pose un véritable problème. Et là, il faut quand même le dire, moi, l'objectif, c'est pas du tout de choquer, c'est pas du tout de provoquer des étudiants, c'est vraiment d'amener le débat. Je pense que c'est le travail des enseignants que de faire réfléchir les étudiants. Et en fond, par rapport à ça, ce qui me préoccupe toujours, c'est l'attitude qu'ils auront vis-à-vis d'usagers, dans des services sociaux par exemple, ou de patients en hôpital ou en structure de soins, peu importe. C'est quand même toujours ça qu'on a en ligne de mire, c'est d'amener des étudiants à respecter le choix d'usagers ou de patients. Et donc, quelque part, on a un débat en auditoire dont l'objectif est finalement un objectif professionnel dans la suite de leur carrière. C'est vraiment ça le point. Alors on le voit, hein, vous travaillez avec des étudiants qui ont déjà, on va dire, à partir de 18 ans, donc qui ont déjà un certain âge. Mais au niveau du Centre d'action laïque, on a voulu s'intéresser à la problématique de façon plus globale et interroger les professeurs, y compris les professeurs donc, du primaire, maternelle, primaire et secondaire, sur ces thématiques-là et les difficultés qu'ils ont à aborder certains sujets. Ben oui, effectivement, on a voulu faire un questionnaire en fait, sur la liberté d'expression qui s'inscrit en fait, dans le cadre général de la mise en place du cours de philosophie et de citoyenneté de 2 heures, qui est un cours que porte le Centre d'action laïque depuis des années. Et en réalité, à la mort de Samuel Paty, il y a 2 réflexions qui se sont télescopées. La première, c'est de considérer que les élèves du secondaire et de primaire manquent d'outils philosophiques pour aborder certaines thématiques. On en a parlé, par exemple l'IVG, effectivement, l'homosexualité, mais aussi la différence entre un fait, une opinion, une croyance, tout cet ensemble de thématiques, en fait, pour lesquelles ils ne sont plus armés, des enjeux de société, pour lesquels ils ne sont plus armés. Alors, non pas parce que c'était mieux avant, mais tout simplement parce qu'on n'a pas inscrit la philosophie au programme de secondaire et de primaire, et aussi parce que de plus en plus, en fait, les élèves ont accès à un discours de post-vérité, de désinformation, de fake news via les réseaux sociaux, chez eux, le soir, etc. Et donc, il y a un problème de hiérarchie, en fait, de discours entre des faits scientifiques qui sont enseignés et puis leurs propres considérations personnelles, qu'elles émanent de convictions religieuses ou autres. Ça, c'est la première réflexion. Vient se télescoper à la mort de Samuel Paty une deuxième réflexion qui est en réalité une augmentation des témoignages de la part des professeurs. Là, c'est non pas une tendance générale, c'est en fait ce qu'on essaye un petit peu d'objectiver, mais en tout cas une augmentation de professeurs, de témoignages de professeurs qui ont de plus en plus de mal, qui modifient en tout cas leur comportement en classe. Parce qu'ils n'ont pas envie de rentrer dans le conflit avec des élèves, parce qu'ils craignent certaines choses. Et donc à partir de ce moment-là, on a d'abord décidé au Centre d'action laïque de récolter la parole de terrain. Et c'est là qu'intervient en fait le sondage. C'est une série, c'est un questionnaire
qui donne la parole au terrain et qui invite en fait les professeurs à témoigner de ce qu'ils vivent en classe par rapport à toutes ces thématiques de liberté d'expression, d'enjeux de société, etc. Ouais. Alors, on va continuer à parler de ça. Alors, peut-être juste donner l'adresse déjà de ce questionnaire, parce qu'évidemment, les professeurs qui nous écoutent peuvent toujours le remplir. Et donc, l'adresse va s'afficher normalement en bas de votre écran. Et vous pouvez en tout cas le trouver sur le site du Centre d'action laïque. Alors, je propose, avant de passer justement aux outils à mettre en place, et vous avez déjà avancé quelques pistes de solutions, d'écouter Dan Lecoq. Alors, Dan Lecoq, donc, il est maître de conférences et chercheur à l'École de santé publique de l'ULB. Et il nous rappelle les balises qui lui semblent importants de mettre en place. Je pense que prétendre convaincre l'étudiant ou les étudiants en argumentant est probablement une imposture intellectuelle. Je veux dire, on ne va pas arriver à ça à travers les espaces de dialogue, mais les inviter à réfléchir et peut-être, en tout cas pour une partie d'entre eux, déstabiliser ces croyances, non pas pour leur causer du tort, mais pour leur faire prendre conscience que ces croyances ne sont pas des croyances partagées par tous, et que les croyances qu'ils peuvent avoir sont des croyances qui vont se heurter à des considérations, comme je le disais, déontologiques. C'est déjà les faire cheminer par rapport à leur propre rôle professionnel. Reste à voir maintenant comment sur le terrain, après, les futurs professionnels de la santé qu'ils sont vont effectivement intervenir, et comment ceux qui vont les embaucher, les institutions de soins vont les accompagner aussi par rapport à ça. Et là, on peut donner plusieurs exemples. J'avais une étudiante cadre de santé. Elle nous dit, voilà, je travaille dans une unité où on accompagne des personnes en fin de vie. Et dans le cadre de cet accompagnement, les médecins prescrivent des antidouleurs, qui sont parfois des antidouleurs à très forte dose. Et on sait que certains antidouleurs à très forte dose peuvent amener des patients à respirer moins bien, voire à arrêter de respirer, et donc pourraient d'une certaine façon hâter leur mort, qui par ailleurs est inévitable. On ne parle donc pas d'euthanasie, on parle de traitement antidouleur qu'on applique auprès ou à des personnes qui sont demanderesses de voir leur douleur soulagée et pour lesquelles on a une prescription médicale. Et donc le rôle de l'infirmière dans ces cas-là, c'est un rôle d'exécution de prescription médicale par délégation. Donc elle doit injecter ces substances. La réalité du terrain étant ce qu'elle est, à certains moments de la journée, l'équipe infirmière se réduit à peu de choses. L'après-midi, 2 personnes, la nuit, 1 personne, pour assurer la continuité des soins. Et un après-midi, l'infirmière, qui exceptionnellement se retrouvait seule, annonce au rapport entre la pause du matin et la pause de l'après-midi que non, ça c'est pas possible pour elle. Administrer des traitements antidouleurs qui pourraient hâter la mort du patient, c'est contraire à ses valeurs et qu'elle ne le fera pas. Comment est-ce qu'on peut gérer ça au niveau d'une équipe de soins, traiter ces problèmes bien en amont et au niveau de la formation, très très certainement, en rappelant que nous avons un devoir d'assurer la continuité des soins, que c'est une obligation déontologique, qu'on est obligé de soulager la souffrance, parce que là aussi, c'est une obligation de notre code de déontologie en tant qu'infirmier. Et que si on ne peut pas, ou si on estime qu'on ne peut pas, pour des raisons de croyances personnelles, accomplir une intervention, on ne peut se défausser, qu'à condition d'avoir soi-même trouvé quelqu'un pour assurer la continuité des soins à notre place. Fabien Defrenne, ici dans l'extrait, Dan Lecoq rappelle que c'est important de rappeler les balises pour justement éviter des cas problématiques comme celui qu'il décrit dans son exemple. Comment vous rappelez ces balises? Comment vous mettez en place, quels outils vous mettez en place pour rappeler ces différentes balises? Alors, pour l'instant, il faut quand même bien considérer que nous sommes relativement démunis par rapport à ça, puisqu'il n'y a pas, moi je n'ai pas d'outils particuliers. Ça veut dire que chaque enseignant
Et devant ses propres responsabilités par rapport à ça, et donc peut choisir d'aller au débat ou d'éviter le débat. Donc je pense qu'il faudrait probablement d'abord une volonté politique peut-être d'aller dans ce débat. Je sais qu'il est particulièrement délicat pour le moment, vous l'avez rappelé dès l'entrée de cette émission. Et donc il y a d'abord, je pense, un travail politique à faire de donner des outils, de construire des outils avec les enseignants et pourquoi pas d'ailleurs avec les étudiants. Hein. Je pense qu'il faut les concerner à ce problème. Et dès lors, en tout cas pour ma part, je refuse de ne pas aller sur ces terrains-là. Et donc, j'essaie d'y aller, je l'ai dit tout à l'heure, sans provocation, avec bienveillance, en rappelant ce que Dan d'ailleurs rappelait tout à l'heure, c'est qu'on est quand même sur des débats éthiques et déontologiques qui ont pour objectif précisément de respecter le choix des usagers et des patients. Et dès lors, il faut pouvoir ouvrir ce débat systématiquement. Je pense vraiment que cette culture du débat, du libre examen, de rappeler tous ces concepts aux étudiants, on pourra peut-être en dire un mot juste après, donc c'est vraiment cette conceptualisation du débat et du libre examen qui doivent absolument être à un moment rappelées par les institutions. Et d'ailleurs, pas seulement la mienne, hein, ça dépasse complètement ce territoire-là. Oui, du coup, j'ai envie de me tourner vers vous, Lionel Rubin, mais c'est vrai que ces balises, en fait, on a parlé déjà du cours un peu de philosophie et de citoyenneté, ça paraît être un lieu finalement idéal, peut-être pour mettre en place ces balises, pas pour les rappeler, pour les enseigner, en fait, dès le départ. Oui, ce qu'il y a, c'est qu'on l'a répété, notamment tantôt avec Dan Lecoq, l'idée, c'est évidemment pas de convaincre les élèves, mais c'est de pouvoir, en tout cas, apporter et rentrer dans ces débats avec eux et qu'eux puissent faire la part des choses entre ce qui relève effectivement de leurs croyances, de leurs convictions personnelles et puis de celles des autres et des faits scientifiques et des faits avérés, etc. Et donc, le cours de philosophie et de citoyenneté est justement le lieu où on va pouvoir faire la part des choses entre tous ces concepts et les outiller eux-mêmes, les élèves, pour faire face aux enjeux sociétaux dont il sera question plus tard. Donc c'est évidemment ce cours-là de 2 heures qui semble être fondamental et qui semble être le lieu dit, en tout cas, pour commencer, pour amorcer, en tout cas, cette ouverture au débat, quoi. Alors pour ouvrir le débat, vous avez dit que parfois vous renvoyez les questions à votre auditoire. Dan Lecoq, lui, nous disait qu'il faisait parfois appel à une tierce personne, donc une association de terrain, par exemple, qui venait parler de son expérience et qui désamorçait certains sujets. Est-ce que l'humour peut être aussi une bonne manière de désamorcer les sujets, selon vous, Fabien Defrenne ? Est-ce que vous l'utilisez, vous ? Alors, j'essaye de l'utiliser, oui. Alors, le problème, évidemment, de l'humour, on ne va pas rappeler toute l'affaire Charlie Hebdo et autres, hein, où on est. Alors, on peut discuter longtemps du bon goût de l'humour de Charlie Hebdo ou pas. Mais l'humour est un des éléments qu'on peut utiliser avec les étudiants. Néanmoins, on est toujours sur le fil, hein, donc c'est toujours extrêmement délicat d'utiliser l'humour. Et ça peut être considéré comme de la provocation. Absolument. Et donc, pour être franc, là, j'y ai de moins en moins recours parce que je ne voudrais pas que les étudiants pensent que je me moque de leurs convictions. Donc, j'utilise. Et là, vous voyez, on est déjà un peu sur du recul. Hein, dès le moment où on arrête d'utiliser un de ces outils, hein, je pense qu'en pédagogie, l'humour est important. Dès le moment où on arrête d'utiliser ça, quelque part, on est déjà en train de reculer. Et donc, oui, ça, c'est déjà un premier problème, oui. Alors, l'humour, on va continuer à en discuter avec notre invitée suivante. Mais d'abord, je vous remercie vraiment tous les deux, Fabien Defrenne, Lionel Rubin. Lionel, on vous retrouve tout à l'heure pour reparler un peu du cours de philosophie et de citoyenneté. Mais donc, je vous le disais, l'humour, on va en discuter donc avec notre invitée qui est humoriste, comédienne, ancienne prof de religion protestante. Elle puise en fait dans son expérience d'enseignement dans ses spectacles et c'est Zidani. Et on va tout de suite voir, avant de l'accueillir, un extrait de son spectacle Arlette, l'ultime combat. Il y a des profs qui font d'excellentes formations en langage web et tout ça. Moi, c'est moins courant, je serais plutôt du genre latin, grec et vodka. Il y a des profs qui sont écoute des transmissions sans discrimination. Moi, je serais plutôt méthode de traduction, dictionnaire et... Je m'amuse. Non, mais c'est vrai, parce que
Bon, au cours de rien, ce n'est pas rien. Et quand on reçoit des directives pédagogiques venant d'en haut, et qu'on nous impose une fois par semaine, nous, vous, moi, mes collègues, un cours de rien, ben franchement, il y avait de quoi s'inquiéter. On s'est dit, ah, ça va être horrible, on va s'ennuyer, comment est-ce qu'on va faire pour les animer, puisqu'on nous a demandé de vous faire des animations. Alors moi, je m'anime, je me surprendre. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, je rappelle que la semaine dernière, je vous avais demandé, en tout cas ceux qui étaient là, d'établir une liste reprenant les expressions que vous avez l'habitude d'utiliser chez vous à la maison ou bien en classe avec vos petits camarades. Entrons tout de suite dans le vif du sujet avec Brian qui propose « Je nique ta race ». Alors que Racine a écrit des dizaines de tragédies en 5, 6 ou 7 actes. Non, toi, en 4 mots, tu dis la même chose, je nique ta race. C'est d'une redoutable efficacité. Alors, Zidani, merci d'être là. Déjà, bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Alors, est-ce que pour vous, l'humour permet de désamorcer certaines situations, certains sujets délicats avec les jeunes, avec les élèves en particulier ? Oui, moi j'ai constaté ça à l'école justement. On nous avait parlé du racisme au travers d'un texte de Fernand Reynaud. Je ne suis pas un imbécile puisque je suis douanier. Et là, j'ai compris qu'en fait, on pouvait dire beaucoup de choses par le biais de l'humour, puisque en fait, rire est aussi une manière de lier, d'avoir un contact. D'ailleurs, autour d'un repas à table, si on n'a pas ri, en général, le repas est un peu moins bon. Donc le rire est vraiment un lien très important et aussi un lien de confiance, parce que quand on rit avec quelqu'un, eh bien, on se met aussi en confiance. On casse un tout petit peu ces résistances, j'ai envie de dire. Et ça veut dire que, j'avais entendu dans une de vos interviews, vous disiez, oui, le rire permet de construire. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, encore à l'heure actuelle, on peut construire avec le rire en classe, par exemple ? Chacun a ses méthodes. Moi, je pense que, comme je le dis, c'est un lien. Et que l'humour, ça permet déjà un décalage. C'est vrai que quelqu'un qui n'a pas d'humour, en général, c'est quelqu'un qui va peut-être être un peu strict et embarqué dans ses vérités, dans ses jugements. Et donc, je trouve que l'humour, voilà, c'est pour moi un point essentiel dans le dialogue. Évidemment, il y a toutes sortes de types d'humour. Il y a l'humour de divertissement, il y a un humour de consommation, un humour fast-food. Et puis, il y a un humour qui peut permettre d'accélérer l'observation qu'on a de la vie. Et comme pour moi, un humoriste est aussi un philosophe qui raconte, comme le faisait Montesquieu ou Voltaire, ses contemporains, je pense que c'est le bon moyen. Mais alors du coup, dans l'extrait qu'on a vu, c'est un extrait de Arlette, l'ultime combat. Et en fait, dans ce spectacle, Arlette, professeur, part à la recherche de son élève parti en Syrie. Donc là, vous avez écrit le spectacle en 2017, donc 1 an après les attentats à Bruxelles. Vous étiez vraiment ancré dans l'actualité. C'était vraiment une volonté pour vous. Pourquoi finalement écrire sur ce thème-là ? C'était mon 3e spectacle sur l'enseignement. J'en avais 2 avant. Et cette année-là, avec le Wall, ce n'était pas prévu ce spectacle-là. Mais il se trouve que quand j'étais programmée avec la rentrée d'Arlette en 2015, fin janvier 2015, c'était juste après Charlie Hebdo, ça a été difficile à cause des attentats. Puis après, il était programmé à la Toison d'Or à Bruxelles en novembre 2015. Il y a de nouveau eu des attentats. C'était les grands attentats de Bataclan. Donc pendant une semaine à Bruxelles, on a été obligé de fermer le théâtre. Tout à coup, ça devenait quelque chose de plus prenant. Et puis on devait faire la captation de la rentrée d'Arlette en 2016. Et là, on a dû l'annuler à cause des attentats de Zaventem. Ce qui fait que finalement, je me suis dit, ça serait pas mal de peut-être lier l'école avec la question du djihadisme. Parce que moi, je trouve que ce sont des jeunes qui ont grandi chez nous, soit en France, soit en Belgique, ou en Allemagne, ou en tout cas dans nos contrées, en Europe, qui partent faire un djihad et puis qui reviennent et qui attaquent finalement l'endroit où ils sont nés, où ils ont grandi. Et je trouvais qu'il y a peut-être une manière de réfléchir en essayant aussi de voir exactement, comment est-ce que l'école peut résoudre ce problème, comment est-ce qu'on peut aider ces jeunes, parce que ce sont aussi des jeunes qui se font avoir par Internet, qui n'ont pas suffisamment d'instructions pour décoder aussi tout ce qu'on leur dit. Et je trouve que c'est important de privilégier l'esprit critique justement à l'école, la laïcité, la neutralité, enseigner l'histoire des religions, pour justement permettre en fait aux jeunes de se faire manipuler via
Internet. Évidemment, il n'y a pas que ça, c'est beaucoup plus vaste, mais je trouve que c'est un aspect qui est important. Alors je trouvais joli d'avoir Arlette, la directrice, qui décide de tout quitter et d'aller chercher Rachid, son élève difficile en Syrie, parce que chaque élève compte, parce que chaque élève de sauver est aussi pour elle une âme de sauver dans son esprit de directrice. Mais on va voir un deuxième extrait. C'est un extrait c'est des vidéos en fait qui sont diffusées dans le spectacle, et on va voir tout de suite que ça a un lien avec ce que vous venez de dire. On regarde. Vous êtes bien certain qu'il s'agit du petit Rachid El Kamal? Bah oui, il y a un snack de room là-bas par l'ouest. Oh bah tant mieux. Je commence à désespérer. Il semblerait qu'il y ait énormément de Rachid dans la région. En tout cas, merci Jean Abdel. C'était formidable. Et vous remercierez tous vos camarades. J'ai passé un moment délicieux en votre compagnie. Ah, je voulais vous remercier. Je sais que vous en ferez bon usage. Au revoir, mon petit Jean Mustapha. À bientôt. Oh, qu'est-ce que tu fais, toi? Pas rien. Bah je me dis, allez, finalement, on s'amusait quand même bien à l'école, hein. Il y avait de l'ambiance, quoi. Eh, toi, tu poétises trop. Tu vas pas mourir tranquille si tu réfléchis trop, hein. Tu vois, tout leur truc, là, d'école, là, blabla, tout ça, c'est pour les crevards, mon frère. Ouais, peut-être, mais nous, nous, en vrai, nous, on va vraiment mourir, hein, en vrai. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Il n'y a qu'un seul livre, mon ami. C'est le Coran. Tout le reste, on le brûle. Les livres, c'est dangereux. Tu l'as lu, toi, le Coran? Mais alors on le voit, hein, Arlette donne un livre. Un livre, c'est quoi? Symbole du savoir contre l'obscurantisme? Oui, pour moi, c'est la base. Et de toute façon, dans toutes les dictatures, on commence surtout par brûler les livres. On l'a vu avant la période, avant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, on l'a vu à plusieurs moments. Moi, je suis d'origine kabyle. En Algérie, à un moment donné, au moment de la mise en place de la dictature, on a brûlé les livres. Brûler des livres, c'est toujours mauvais signe. Et d'ailleurs, je tiens à dire que j'ai trouvé dangereux à un moment donné qu'on ait des ministres qui ferment des théâtres, comme ça s'est passé avec Elda Créoli, qui a supprimé des subsides comme au Théâtre Poème ou des choses comme ça. Parce que je trouve que c'est toujours un très mauvais signe de couper des choses en lien avec l'instruction ou l'enseignement. C'est grave, en fait. Et donc, un livre, c'est la source du savoir. Et le savoir permet la liberté parce que c'est un outil qu'on ne peut pas nous retirer. Et c'est un outil qui est ouvert à toutes les dimensions sociales. Qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, on peut apprendre, on peut étudier. Et c'est pour ça que l'école doit être aussi ouverte à chacun, doit être gratuite et doit être pour tout le monde, quoi. Mon papa était berger, puis il a pris, il est allé en Belgique, il a fui la colonisation française, puisque c'est aussi une forme d'esclavage. Il a travaillé à la mine pendant 5 ans pour avoir son permis de travail. Et il n'a pas pu aller à l'école. Il m'a toujours dit, si j'avais pu aller à l'école, j'aurais fait beaucoup d'études. Et puis il a appris par lui-même la cuisine. Et il faisait d'ailleurs une sorte de cuisine fusion. Et j'ai toujours gardé ça à l'esprit qu'effectivement, l'enseignement est quelque chose d'important. Et j'ai eu l'occasion justement de pouvoir faire des études et de réaliser un peu ce que lui n'avait pas pu faire. Ben oui, alors vous avez fait des études et vous avez fait notamment une formation en histoire des religions parce que vous avez été donc professeur de religion protestante pendant 10 ans. Alors quel regard vous portez finalement sur cette expérience passée et sur ces cours de religion après vous les avoir renseignés vous-même? C'était un peu hasard parce qu'avant ça j'avais fait à l'ULB l'histoire de l'art et archéologie. Puis j'ai fait un remplacement de 4 mois qui a duré 10 ans. Donc j'ai dû faire un complément en histoire des religions. Quand on a fait histoire de l'art, étudier la Bible, c'était un très bon complément. J'ai trouvé ça formidable. Mon cours, c'était surtout un cours de culture biblique dans le programme que j'avais donné par les protestants, par le synode protestant. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Belgique, il y a des cours de religion protestante qui sont donnés, qui sont obligatoires, qui sont inscrits dans la Constitution, mais simplement, chaque discipline dépend de son protocole particulier, il y a une inspection en particulier. Je trouve qu'à l'heure actuelle, et avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, avec Internet et tout ça, ce serait bien d'avoir un cours d'histoire des religions, parce que je pense qu'il y a un besoin de connaître
et que, par exemple, parfois on est à table, les gens disent « Oui, la Bible, je connais, mais qui a lu la Bible dans son entièreté? Qui a lu le Coran dans son entièreté ?» Et donc, et qui connaît finalement les us et coutumes des uns et des autres. Donc je trouverais intéressant d'avoir un cours d'histoire des religions, un cours de la laïcité, pour permettre aussi de se défendre mieux dans la vie de tous les jours, de mieux décrypter l'actualité et surtout de pouvoir décrypter ce qui est vrai et ce qui est faux dans ce qu'on nous donne dans les informations. On l'a vu par exemple avec ce fameux documentaire, je ne sais plus le nom de ce documentaire, mais sur... oui, sur le documentaire sur le Covid, la Covid-19. Voilà, le Covid, où on montrait comment est-ce qu'on peut... franchement, manipuler les gens. C'est dangereux, on fait ce qu'on veut avec le verbe. Et donc, c'est important d'avoir un maximum d'acquis et un maximum de lecture pour pouvoir se défendre dans la vie. Et en même temps, c'est un jeu de l'esprit, puisque ce qui différencie finalement l'être humain de l'animal, c'est aussi cette possibilité de réfléchir et d'avoir le décalage de sa vie et de pouvoir faire quelque chose de son cerveau. Donc, étudions. Étudions et faisons un peu d'humour aussi. Et d'ailleurs, juste un mot sur votre nouveau spectacle. Donc, il était reporté en raison de la crise sanitaire, mais ça s'appelle Les Pingouins à l'aube. Et alors, je voulais juste terminer sur une citation qui est dans le dossier. Vous dites « C'est un hommage aux invisibles et au monde culturel qui, comme la banquise, semble voué à une possible disparition. » Et on n'a vraiment pas envie que ça disparaisse parce qu'on l'a dit, c'est important, l'école, la culture, pour former les esprits. Merci beaucoup, Zidani. Et je propose qu'on retrouve tout de suite notre dernier invité. Jean Leclerc, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation dans cette émission spéciale sur la liberté d'enseigner. Alors, Jean Leclerc, vous êtes professeur de philosophie à l'Université catholique de Louvain, par ailleurs administrateur au Centre d'action laïque. Alors, ma première question, c'est d'abord tout simplement vous, en tant que philosophe, en tant qu'humaniste, en tant qu'enseignant, quelle a été votre réaction par rapport à cet assassinat de Samuel Paty? Alors, bien sûr, la sidération, un choc total, une décapitation, tout ça pour ça. Mais il faut rebondir, il faut continuer à faire ce travail pour la liberté d'expression. Et j'ai envie de vous dire, il nous faut encore plus de laïcité. Alors, comprenons-nous bien, c'est pas un mantra, c'est pas un catéchisme, c'est pas un nouveau dogmatisme. D'ailleurs, la laïcité, c'est toujours mieux quand on s'en sert comme adjectif. Mais il nous faut plus de liberté, il nous faut plus de solidarité, et donc il nous faut trouver, avec ce qui est arrivé, et qui peut-être arrivera encore, hélas, mais il nous faut trouver un cadre qui va nous permettre de faire coexister des différences en respectant parfaitement les différentes égalités. Et puis, je me suis dit aussi, en voyant tout cela, et notamment dans des débats qui se sont passés en France, et on pourra y revenir, qu'il y avait quand même un danger que l'on touche à ce qu'est véritablement la liberté d'expression. Voilà. Et que donc, il y aurait un travail de vigilance qui sera à faire. Et puis, si je me suis dit donc plus de laïcité, plus encore de liberté d'expression, plus d'école. Renforcer le rôle de l'école et donc soutenir les enseignants dans le travail qu'ils doivent faire, à la fois pour apprendre, mais aussi pour pouvoir diffuser les savoirs. Mais en fait, qu'est-ce que ça dit finalement, ce qui s'est passé sur l'état de nos valeurs, sur l'état de notre société? Oui. Alors, ça dit que la barbarie est toujours possible, et qu'elle est là, et qu'il faut être extrêmement vigilant, et il faut être ferme. Mais il ne faut pas non plus laisser tomber les bras. Alors, je dis donc plus de laïcité, et j'ai même envie de vous dire, puisque nous parlons ici de la liberté d'enseigner et d'enseigner la liberté d'expression, singulièrement, j'ai donc envie de vous dire, cette laïcité-là, pour pouvoir faire coexister les enfants de façon paisible dans l'école. Bien. Et puis aussi, pour apprendre ce qu'est véritablement cette liberté d'expression, et ce qu'elle va nous permettre de faire. Alors pourquoi ? Parce que la liberté d'expression, et qui a été évidemment liée à cette question de l'enseignement des catégories, parce qu'il ne s'agit pas de montrer des catégories, il s'agit
d'enseigner. Eh bien, l'enseignement de cette liberté d'expression fait que on peut faire véritablement un travail avec les enfants, avec les élèves, mais dans le cadre de l'école, qui doit donc être un cadre où il y a de l'apaisement, où il y a de la compréhension. Et donc, ce qui s'est passé dans l'affaire Paty, ce meurtre par décapitation, nous fait dire qu'il faut continuer à faire ce travail dans nos écoles. Et puis alors, je vais vous dire aussi que, pour ma part, je suis très sensible à ces femmes et ces hommes, ces citoyens européens et belges de confession musulmane qui ont tenu un discours très ferme au moment de la décapitation de Samuel Paty. Alors je pense à quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est un ami, Radwan Atia, qui est le directeur de l'Institut de formation des programmes en islam, pour le dire de cette façon-ci, et qui, dans la Libre Belgique, il y a quelques semaines, au moment du drame, a écrit une très belle carte blanche. Et je me permets de le citer. En cet instant, dit Radwan, je m'interdis de penser que les musulmans soient ou seraient les nouveaux damnés de la terre. Ça, c'est très courageux de dire ça. Et puis il ajoute, et nous nous mentons quand nous continuons de croire que le loup n'est pas dans la bergerie. Avoir en partage avec ce terroriste musulman un système de croyances et de rites m'emplit d'un sentiment de honte. Et il termine, honte quand j'entends des dignitaires religieux affirmer qu'ils ne s'excuseront pas, honte quand le silence de mes coreligionnaires sonne comme une lâcheté, une peur ou pire, comme une complaisance. Eh bien, ces hommes, ces femmes de conviction musulmane, voyez, qui font un travail considérable comme citoyens et comme croyants, et qui tiennent un discours comme celui-là, alors je suis à leur côté, il faut les soutenir parce que c'est avec eux, dans cette société inclusive, que nous allons pouvoir travailler. C'est eux qui pourront faire bouger les choses. Aussi, et travailler avec eux, et travailler de corps, voyez-vous. Parce que, évidemment, si j'ai dit laïcité, c'est aussi pour dire la nécessité d'avoir la liberté critique, c'est aussi le besoin d'avoir de la raison dans l'école, mais c'est aussi le besoin d'avoir la coexistence, enfin, cette commune fraternité qui fait que cette barbarie-là, cette barbarie possible, nous n'en voulons pas. Alors, on parlera encore dans un instant de tout ce qui est formation des élèves à des notions comme celle de la laïcité dont vous avez parlé. Mais je voudrais dire un mot quand même sur la formation des enseignants. Oui. Pour vous, est-ce qu'aujourd'hui, les enseignants sont suffisamment formés pour aborder ces thématiques? La liberté d'expression, mais on a toute une série d'autres thématiques. On a vu plutôt dans l'émission que sur certains sujets éthiques, c'était compliqué, sur des sujets d'égalité homme-femme, sur tout simplement faire la différence entre les faits et les opinions. C'était compliqué à aborder. Oui. Est-ce qu'ils sont suffisamment formés? Oui. Alors je vais vous dire que je crois qu'il faut passer à une autre étape. Il ne faut plus dire qui est pour et qui est contre. Il faut travailler. Et il faut travailler dans le cadre de l'école. Voilà. Et je tiens beaucoup à ce que l'école soit un lieu véritablement préservé des influences de la société. Et il faut bien sûr faire le travail auprès de nos élèves. Il s'agit de les élever. Il s'agit de faire un travail d'éducation, et l'éducation, rappelons-le bien, c'est sortir de soi, c'est s'émanciper. C'est tout le contraire de la séduction d'ailleurs, parce que la séduction, elle ne reconduit qu'à nous-mêmes, tandis que quand on va à l'école, c'est pour être éduqué. Bon. Alors ça veut dire que les maîtres, ils doivent être formés. Bon, par exemple, la liberté d'expression, ça ne vient pas de nulle part. C'est un baromètre essentiel de la santé d'une démocratie. Alors, qu'est-ce qu'on fait à l'école? À l'école, on explique d'où vient cette liberté d'expression, pourquoi elle apparaît dans des textes fondateurs, par exemple chez Spinoza, pourquoi elle apparaît dans l'idée, en tout cas dans la déclaration de 1789, pourquoi elle est dans la Convention européenne des droits de l'homme. On explique quels sont ses usages, on explique quelles sont ses limites, on explique comment on la régule dans les différents pays, dans les différentes nations. On explique ce qu'elle veut dire. Et par exemple,
avec des jeunes à l'école. On leur rappelle que la liberté d'expression, que nous, évidemment, nous regardons plutôt dans le seul ou sur la focalisation de son expression dans la religiosité et singulièrement avec les caricatures, mais on leur explique aussi que la liberté d'expression, c'est quelque chose qui a été fait dès le début pour éviter tous les phénomènes de censure, pour éviter tous les phénomènes de l'opinion unique, de la majorité écrasante, voyez-vous. Ouais, elle est bénéfique pour tout le monde. Et qu'elle est bénéfique et que c'est un droit qui est absolument fondamental. Et si les maîtres sont bien formés, alors on explique aussi que c'est un droit fondamental, qu'il n'est donc pas absolu et que donc on peut le restreindre. Et alors en matière de caricature, vous voyez, quand on va chercher ailleurs ou quand on va chercher plus haut, qu'est-ce qui se passe? La question n'est plus de savoir si on est pour ou si on est contre. La question, c'est de savoir qu'il y a un programme scolaire, que dans le cadre de l'école, qui est un lieu où les élèves doivent être apaisés, eh bien sûr qu'on montre des caricatures. Mais je n'aime pas le terme « montrer », parce que le professeur, dans sa classe, ce n'est pas quelqu'un qui montre. Ce n'est pas un acteur. Ce n'est pas un prestidigitateur qui vient montrer des photos ou qui n'en montrerait pas d'autres ou qui aurait décrété lui-même que telle chose serait obscène, par exemple. Non, pas du tout. C'est un professeur, donc qui fait un travail de compréhension, un travail de décryptage. Il donne des outils. Il explique, par exemple, que la caricature, c'est un mot qui est assez en fait récent dans ses usages dans la langue française. C'est typiquement un mot de l'esprit des Lumières, le XVIIIe siècle, et puis aussi au XIXe siècle, parce que c'est la caricature politique. Et puis qu'aujourd'hui, chez nous, c'est la caricature avec ce qu'il peut y avoir d'humour et puis d'ironie. Ce matin, je me lève et puis je regarde les journaux. Il y avait une caricature du roi, de l'ancien roi Albert. Alors on voit dans le titre de la caricature, c'est les seniors sont privés de la visite de leurs enfants. Et puis alors on voit le roi qui débouche une bouteille de champagne et puis il y a le bouchon qui va contre le cadre de Delphine. Mais c'est génial, parce que ça veut dire que la démocratie est saine, ça veut dire qu'on peut avoir cette liberté d'expression par rapport à la figure du roi, et le roi lui-même, il peut rire aussi de cette réalité-là, voyez. Et c'est tout ça qui se fait dans la classe, qui fait que on dépasse le problème montrer, pas montrer. Pourquoi? Parce qu'à l'école, on explique et on comprend. Voilà. Alors, une des questions vraiment que l'on se pose un peu depuis le début de l'émission, c'est finalement, est-ce que c'est vraiment beaucoup plus difficile aujourd'hui d'aborder certaines thématiques qu'hier? Qu'est-ce qui a changé finalement? Et avant d'avoir votre réponse là-dessus, je propose qu'on écoute Dan Lecoq. Donc, il est maître de conférences et chercheur à l'école de santé publique à l'ULB. Il est par ailleurs aussi responsable académique du certificat d'université, société et laïcité. Et il nous donne sa piste d'explication. On a des étudiants, et c'est parce qu'on le souhaite, qui sont beaucoup plus acteurs de leurs apprentissages, chez qui on cherche à développer un esprit critique, auprès desquels on favorise la libre expression, et toutes ces balises qui se sont déplacées vers plus de liberté finalement, leur offrent aussi un champ où ils peuvent rentrer en opposition et en tout cas au moins créer un dialogue, et parfois un dialogue assez tendu avec les enseignants qui les accompagnent dans leur parcours. Première explication possible. La deuxième explication possible, deuxième hypothèse, est en lien avec l'évolution de notre société, où on va avoir beaucoup plus d'interculturalité, beaucoup plus de cultures différentes qui vont vivre ensemble et travailler ensemble, et qui vont donc probablement avoir des valeurs, certainement même avoir des valeurs qui, à certains moments, ne vont pas s'accorder quant aux décisions à prendre et aux interventions à mettre en œuvre. L'allongement aussi, je pense, des études fait en sorte qu'on a beaucoup plus d'interaction aussi avec ces étudiants. On est maintenant avec des professionnels de la santé qui se font former en 4-5 ans avant de devenir professionnels. Et ça permet aussi
de dépasser le côté purement technique au départ, peut-être sur lequel on était plus concentré, et d'ouvrir le champ de la discussion et de l'éducation sur d'autres dimensions de la personne, dont notamment la dimension spirituelle de l'individu et les choix qu'il pose en fonction de ses valeurs, qui n'étaient pas nécessairement discutés de façon approfondie ou explicite par le passé. Donc c'est finalement, je ne dirais pas que c'est une mauvaise chose, donc que ces étudiants s'expriment, au contraire, c'est souhaitable, et je le pense sincèrement, parce que je pense que si ces étudiants gardaient pour eux aussi ces considérations et ces désaccords qu'en fait ils ont au fond d'eux, sans les exprimer, ils seraient amenés à agir une fois sur le terrain, quand même en fonction de leurs croyances et de leurs valeurs, sans avoir été confrontés à des avis contradictoires et sans avoir été invités à réfléchir sur leurs propres valeurs et sur leurs attitudes et leurs comportements en tant que futurs professionnels. Alors Lionel Rubin nous a rejoint pendant l'extrait. Donc je rappelle que vous êtes chargé de projet au Centre d'Action Laïque et vous nous parlerez dans un instant notamment du cours de philo de citoyenneté. Mais avant ça, une réaction, Jean Leclerc, par rapport à ce que vient de dire Dan Lecoq. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Est-ce que vous avez le sentiment que si c'est plus difficile aujourd'hui qu'hier, c'est peut-être parce qu'on donne plus la parole aux élèves, aux étudiants? Alors oui, très très certainement. Et donc il a raison de lier liberté d'expression et pluralisme et nécessité du pluralisme. Et tout à l'heure, je vous ai dit que dans mes réactions, il fallait pour moi une certaine vigilance. Pourquoi ? Parce qu'on a vu, et surtout dans des débats en France, pas beaucoup en Belgique pour le moment, qu'il y avait la possibilité de peut-être limiter la liberté d'expression, et notamment donc, dans le cas des caricatures, parce que soi-disant elles offenseraient. Et là, je crois qu'il faut être extrêmement vigilant, parce que ça voudrait dire que l'on placerait derrière les croyances la possibilité immédiatement d'atteindre le croyant. Or, dans la liberté d'expression, il y a toujours la possibilité d'offenser, de blesser, et donc d'inquiéter. Et donc ce serait peut-être dans ce cas de figure-là la possibilité de voir réintervenir, alors bien sûr pas en tant que tel, mais tout ce problème du blasphème. Et là, je pense que si l'on faisait cela, si l'on allait dans ce sens-là, je pense qu'on manquerait véritablement la vraie portée de la liberté d'expression. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être attentif aux sensibilités et aux affectivités. Ce n'est pas du tout ça l'enjeu. Il faut l'être, mais justement, dans le cadre de l'école, avec les élèves, avec le rôle des maîtres qui seront formés, comme nous le disons tout à l'heure, eh bien alors là, on pourra aussi apprendre un enfant à réguler sa sensibilité et à montrer aussi les bienfaits de cette liberté d'expression. Alors Lionel Rubin, on parle depuis le début de l'émission de ce fameux cours de philosophie et de citoyenneté, mais est-ce que pour vous ça peut vraiment être cet espace de discussion, de réflexion en quoi finalement c'est cet espace de discussion et de réflexion qui est nécessaire aujourd'hui? Mais on l'a dit, on a abordé le sujet. L'idée de ce cours de philosophie et de citoyenneté, c'est de rassembler les élèves ensemble, parce que maintenant ils sont séparés sur base religieuse, sur base de convictions religieuses. C'est de les rassembler ensemble et de leur fournir en fait la maîtrise d'outils philosophiques pour développer leur citoyenneté. Alors ça, c'est l'objectif. Ça se traduit comment? C'est effectivement leur donner la possibilité de mettre en perspective des discours différents, leurs considérations personnelles, vs leurs convictions religieuses, vs des discours ou des faits scientifiques. Et c'est en fait toute cette mise en perspective qui va leur permettre effectivement, quand ils voient une caricature, on a évoqué les caricatures de Mahomet, ça peut être des autres caricatures, ça peut être des photos de presse choquantes, ça peut être toute forme de support ou de discours différents, ça va leur permettre de mettre ça en perspective et en tout cas d'être ouverts au débat. Et c'est évidemment dans ce cours de philosophie et de citoyenneté, là où ils peuvent faire ça ensemble, où on est assisté par des professeurs, on parlait tantôt d'apprendre aussi, c'est pas juste montrer des caricatures, ça n'aurait aucun sens, c'est effectivement apprendre à décoder des messages, que le cours de philosophie et citoyenneté peut avoir toute sa plus-value. Je tiens quand même à rappeler que les chiffres aussi plaident en sa faveur, puisque depuis qu'on a ouvert le cours de philosophie et de citoyenneté, les chiffres
chiffres en fait sont en constante augmentation. Donc il y a une demande aussi à ce niveau-là. Et puis aussi, ça permettrait de rejoindre quand même la majorité des pays de l'Union européenne qui inscrivent la philosophie à leur programme, ce qui n'est pas le cas ici en Belgique. Oui, alors rappelons-le. Donc pour le moment, c'est 1 heure obligatoire dans les écoles officielles. Mais il y a une deuxième heure qui est voulue par certains partis. Par contre, dans les écoles libres, là, on est dans 1 heure qui est censée être distillée, enfin, un contenu qui est censé être distillé sur un peu tous les cours. Donc, il n'y a pas 1 heure spécifique qui est dédiée. Et donc, je le disais, au niveau politique, il y a quand même des discussions qui vont reprendre donc, ici en janvier pour approfondir ça et pour passer à 2 heures. Pourquoi c'est essentiel, selon vous Mais donc au niveau politique, effectivement, on est dans un momentum important, en tout cas qui va créer une étape, c'est-à-dire que dans la déclaration communautaire, il y a une volonté de créer un groupe de travail qui va commencer en janvier, parlementaire, qui normalement devrait se baser sur un précédent groupe de travail parlementaire de 2018, qui à l'unanimité, en fait, considérait que 2 heures de philosophie et de citoyenneté, c'était le minimum, parce qu'on en est maintenant à ça, face aux enjeux de société. On parlait tantôt des discours post-vérité, du complotisme, de la désinformation, face auxquels les élèves doivent faire face le soir chez eux. 2 heures, en fait, c'est un minimum pour leur apprendre tous ces outils. Et donc, il y a une unanimité pour ces 2 heures. Maintenant, les modalités d'organisation sont un petit peu plus compliquées. Il y a effectivement le rapport de l'UNESCO de 2007 qui plaide en cette faveur-là. Voilà, on a toute une série en fait, d'éléments qui vont permettre là, tout doucement, de se dire bon, ben, on y va, quoi. Et je terminerai par le fait que c'est exactement la même chose que les VRAS, en fait, l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. C'est considérer que tout ça, ce sont des apprentissages, ce qui est tout à fait normal, et qu'il faut, tout au long de la scolarité d'un élève, les mettre dans le bain, leur apprendre tous ces outils et ne pas considérer qu'1 heure de temps en temps sur une année ou bien 50 minutes, c'est assez. Ouais. C'est vrai que pour rebondir juste sur les VRAS, la question de l'égalité homme-femme, de l'homosexualité qu'on a abordé tout à l'heure dans l'émission, évidemment, ce sont des thématiques qui sont abordées dans les VRAS. Jean Leclerc, vous me disiez en préparant l'émission qu'il fallait quand même faire attention aux discussions actuelles parce qu'il y avait peut-être une volonté politique, en tout cas de certains partis, d'aller vers plus d'interconvictionnel. Alors, expliquez-nous un petit peu les différents enjeux. En fait. Lionel a vraiment raison. Donc, arrêtons avec la ségrégation, parce que c'est quand même hallucinant. Et on sait qu'il y a des effets contre-productifs et qui sont sociétalement beaucoup trop durs. Alors, 2 heures, 50 minutes, ça ne suffit pas. Puis ça va aussi aider le personnel enseignant. Et alors, partout. Au niveau organisationnel aussi, parce que c'est compliqué. Oui. Et partout, et vraiment dans tous les réseaux. Et arrêtons de dire qu'on peut distiller, comme vous dites, donc c'est cette idée de la transversalité. Alors, par rapport à ce que dit Lionel, moi j'ajouterai un mot très important. Neutralité et inspection. Alors, quel est le danger du moment dans le groupe de travail parlementaire? C'est de voir revenir l'hypothèse que comme il faut mettre les élèves ensemble, il faudrait faire de l'interconvictionnel. Ben non, voyez-vous, parce que si c'est un véritable cours de philosophie et de philosopher, et de citoyenneté et d'apprendre à être un citoyen, on ne va pas prendre, encore une fois, le retour de la conviction à l'intérieur de l'école. Parce que personne ne va s'en sortir. Alors, prenons un cas très concret. Tiens, les caricatures. Bon, et Lionel fait bien de dire qu'il ne faut pas montrer que les caricatures du prophète, il y a des caricatures terribles de Jean-Paul II, de Ratzinger, quand il y a eu les affaires de pédophilie dans l'Église catholique, ou celle du roi, dont je parlais tout à l'heure. Mais si on refait de l'interconvictionnel, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, on va exiger du maître, parce qu'il faut être crédible sur le plan de la formation. On n'est pas dans un lieu de discussion, un café du commerce. Donc, ça voudra dire que l'enseignant, il devra avoir toutes les convictions. Ah ben oui. En tout cas, qu'ils connaissent suffisamment. Oui, il faudra qu'ils soient formés. Donc vous imaginez, il faudra encore rallonger les études. Bon, puis les élèves, ils vont revenir avec leurs idées personnelles, leurs convictions, leurs croyances. Et qu'est-ce qu'on va voir revenir? Les blessures, l'offense. Et donc, il n'y aura plus cette perspective critique. Et donc, si on ramène de l'interconvictionnel
dans le cours de philosophie et de citoyenneté, eh bien, on va véritablement manquer cette exigence de la neutralité et le fait qu'on fait un travail de raison. Et je crains vraiment que le cours va devenir alors un champ de foire et alors un champ d'incompétence. Parce que vous aurez aussi ce problème majeur que si on parle de conviction, il y a toujours de l'orthodoxie et de l'orthopraxie, et de l'hétérodoxie et de l'hétéropraxie. Voyez-vous, regardez l'affaire du Conseil d'État par rapport au culte et la décision qui a été prise par rapport à la demande du culte juif. Et donc de permettre on nous a dit, il fallait cérémonies passer... religieuses. Voilà, pourquoi ? Il en faut 10. Si on n'a pas 10, ce n'est pas valide. Donc, on va revenir avec cela, des problèmes d'orthopraxie, et on ne pourra pas faire de l'interconvictionnel. Donc il faudra vraiment être très vigilant et demander à ces parlementaires qui vont travailler, qui vont prendre des décisions, de ne pas jouer ce jeu-là pour les enseignants et pour les élèves. On pourrait résumer, Lionel, par parler... L'idée de ce cours, c'est plutôt de parler de religion, mais pas à partir de la religion. Ben oui, c'est ça rejoint un petit peu... c'est sortir de la posture, en fait, de partir des religions et de sa foi et de son expérience de foi. Là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, l'enseignement, c'est le seul domaine de la sphère publique où on assigne des citoyens sur base de leurs convictions religieuses. Ça veut dire qu'on leur demande de noter leurs convictions religieuses et on les met dans des endroits séparés par rapport à ça. Ici, il s'agit de sortir de ça, d'adopter une posture neutre, de leur apprendre à adopter une posture neutre, et surtout de les rassembler ensemble et de leur apprendre les outils pour faire face aux enjeux sociétaux. Et moi, je rejoins tout à fait, c'est que le discours interconvictionnel, le dialogue interconvictionnel, il est important, évidemment. Il faut apprendre aux différentes convictions à dialoguer ensemble et à partager ensemble, mais ça n'a rien à voir avec le cours de philosophie et de citoyenneté. Ce sont deux choses totalement différentes. Ici, le cours de philosophie et de citoyenneté, on leur apprend à maîtriser des outils philosophiques pour développer leur citoyenneté. Donc c'est vraiment un enjeu hyper important et je crains que si on essaye de faire un compromis un petit peu mou en disant au moins on va rassembler les élèves dans cette deuxième heure et on ne va plus les séparer, en réalité, ils seront séparés de facto parce qu'ils arriveront avec leur charge convictionnelle en classe et donc ils seront en fait séparés. En tout cas, merci vraiment à tous les deux et on va suivre cette actualité autour du cours de philosophie et de citoyenneté. Un dernier mot, Jean Leclerc, sur votre livre. Vous venez de sortir un livre intitulé « Les humains et leur divinité, politique et religion en dialogue », livre que vous dédiez à Samuel Paty. Voilà, je lui ai dédicacé. Je pense que ça avait tout son sens. Tout son sens. Et à l'heure où on parle de secteurs essentiels, non essentiels, je pense qu'on a rappelé vraiment dans cette émission que l'enseignement, l'école était vraiment un secteur essentiel, peut-être le plus essentiel de tous. Vraiment, Jean Leclerc, Lionel Rubin, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la laïcité.